Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord sur un plan plus général pour qu'on comprenne, parce qu'on avait commencé à parler de ces fuites, quelques-unes étaient apparues, quelques documents jeudi, et puis de jour en jour, au fil des jours, et plus particulièrement depuis ces dernières heures, énormément de documents ont été rendus publics. Donc de quoi s'agit-il? Quels sont ces documents? Bien voilà ce que sont ces documents. Il s'agit de photos de pages classifiées des services de renseignement américains. La NSA, la CIA, le Pentagone, les principaux médias américains estiment qu'une centaine de ces documents au moins ont été dévoilés. Regardez ces documents ici flanqués de la mention secret et également ici en haut à côté no form et no foreign, autrement dit ne pas partager avec un pays étranger. Énormément de choses y sont consignées, des synthèses d'entraînement des forces ukrainiennes, des calendriers d'opération, des relevés d'armement et même des bulletins météo. Point important, la plupart de ces documents sont datés de fin février, voire de début mars, autrement dit, il y a 5 semaines. Dernier point, on ne sait pas encore qui les a fait fuiter, mais on sait comment ils ont fuité. D'abord par des boucles Discord et Telegram, avant d'être repris par les médias américains. Dans un premier temps, ils ont veillé à ne pas les diffuser, mais rapidement, l'embargo un peu implicite a été levé et effectivement, la presse est en train de les analyser et peu à peu de les dévoiler. Alors, le rôle de la France, c'est par là qu'on commence. Beaucoup s'en doutaient, mais des informations sont données sur les actions françaises sur le sol ukrainien. Oui, première information, vous allez la voir, elle est dans cet encadré. US, NATO, SOF in Ukraine. C'est l'inventaire des forces spéciales occidentales, des forces de l'OTAN présentes en Ukraine, États-Unis, Grande-Bretagne. Et effectivement, la France, c'est écrit noir sur blanc. Il y a bien des soldats français à pied d'œuvre en Ukraine. Plus précisément, au 1er mars, 15 membres de ces forces spéciales françaises se trouvaient sur place. Et au passage, on apprend qu'il y avait aussi également 14 membres des services équivalents américains, 50 britanniques, 17 lettons et 1 néerlandais. Ce n'est pas une information anodine, ça ne signifie pas pour autant que la France est co-belligérante, mais bien sûr, on imagine comment cela pourra alimenter la propagande russe. Est-ce qu'il est mentionné ce que font nos forces spéciales là-bas, sur place ? Eh bien, ce n'est pas mentionné explicitement, mais dans le même document, il est précisé ce que sont les activités de la France. Regardez, c'est même noté dans ces 2 colonnes ici, à gauche, activités ces 24 dernières heures à date de publication et à droite, celle des prochaines 24 à 48 heures. Vous allez voir, dans chacune de ces colonnes, on peut lire formation et conseils aux forces armées ukrainiennes. Ces formations sont effectivement prodiguées par 4 pays occidentaux, dont la France. Dans ces 2 colonnes, on peut voir également qu'entre le 17 février et le 31 mars, la France était en l'occurrence assignée à une opération baptisée Phoenix Strike Ranger. En clair, d'après ce document, la France, aux côtés d'ailleurs des Allemands, formait les Ukrainiens. Phoenix Strike pourrait donc être le nom de l'unité d'infanterie ukrainienne qui en découle. Ranger, cela veut dire fantassin, donc on parle probablement d'infanterie en clair, de troupes au sol. Voilà, là on voit un document, mais il y en a des dizaines et des dizaines comme celui-là. On va les découvrir au fur et à mesure. Alors vous avez interrogé des spécialistes, Justine. Alors par définition, personne ne peut ou surtout ne veut confirmer cette information, mais ils évoquent aussi un autre rôle pour nos forces spéciales. Exactement, la possibilité de missions d'accompagnement et de réception de matériel français. De quel matériel parle-t-on ? Eh bien, par exemple, des fameux canons César, dont 37 ont déjà été livrés en Ukraine, ou encore des Crotales, des batteries de défense antiaérienne, ou bien encore des blindés légers AMX-10 RC, dont les premiers sont arrivés il y a presque 1 mois en Ukraine. Et effectivement, les dates coïncident avec les documents. 15 membres des forces spéciales sur le sol ukrainien en ce moment. Est-ce qu'on a la certitude, Justine, qu'il s'agit de documents authentiques ? Eh bien, la preuve formelle, évidemment, non, nous ne l'avons pas. Mais ces mêmes spécialistes que l'on a interrogés indiquent que ces documents correspondent en tout point à des documents de travail réels. La mise en page avec notamment cette carte au centre, des éléments qui sont écrits autour, les intitulés, les mentions secrètes, les acronymes, tout cela semble plausible.
Précision importante, en revanche, certains de ces documents ont été falsifiés. Cela ne concerne pas ce que l'on vient d'évoquer, mais cela concerne en l'occurrence les chiffres des pertes humaines russes. Les pertes russes ont été corrigées pour être largement sous-évaluées. Il est question dans ces documents de 16 000 à 17 500 morts, alors que Washington évoque en ce moment un chiffre qui est beaucoup plus élevé. C'est ça qui rend les choses difficiles, c'est qu'au départ, ce premier document a été dévoilé et on s'est aperçu effectivement que les chiffres n'étaient pas les bons. Donc il avait été falsifié, comme vous dites. Du coup, ça portait le discrédit sur ces documents. Mais ensuite, tous ceux qui sont sortis ont attiré l'attention des spécialistes qui ont considéré effectivement que, au vu de petits détails, ici et là, ça crédibilisait au contraire ces documents. Est-ce que la France a réagi ? Oui. Il n'y a pas de forces françaises engagées en opération en Ukraine. Voilà ce qu'a déclaré un porte-parole du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Les documents cités ne proviennent pas des armées françaises. Nous ne commentons pas les documents dont la source est incertaine. Rappelons évidemment que la doctrine française est de ne jamais commenter les informations sur ces forces spéciales. D'un mot encore, les États-Unis ont confié une enquête interne au ministère de la Justice. Les Ukrainiens, quant à eux, évoquent une manipulation de Moscou. Mikhaïlo Podolyak, principal conseiller ukrainien, parle d'un jeu typique des Russes. Quant aux Russes eux-mêmes, ils indiquent que finalement, ils n'y apprennent rien de nouveau. Nous n'avons pas le moindre doute sur l'implication directe ou indirecte des États-Unis et de l'OTAN dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Déclaration de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Oui, sur ce point précis qu'on va évoquer, la Russie indique plus ou moins explicitement, plutôt implicitement d'ailleurs, que oui, des soldats de l'OTAN sont déjà à l'œuvre en Ukraine, que cette guerre est celle de l'OTAN, de l'Occident contre la Russie, par Ukraine interposée. Merci Justine. Juste avant de parler de la présence de forces françaises telles que ces documents donc la font ressortir sur le sol ukrainien, un mot sur ces fuites. Les États-Unis, première armée du monde, là c'est pas forcément l'armée, ce sont les services de renseignement, mais on est sidéré par le fait qu'en pleine guerre, comme ça, ces documents puissent apparaître au grand jour. Totalement, c'est quelque chose que des services américains sur lesquels, souvenez-vous du début de la guerre, on avait toujours des doutes au moment où ils disaient la vérité. Et en fait, on avait des doutes qui remontaient à 2003. Qui étaient des doutes sur la véracité de l'information qui était donnée. Mais là, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est des informations dont ils disposent, qui fuitent et qui, en particulier, mettent en avant des alliés. Et ça, si vous voulez, d'une certaine façon, si l'armée américaine, elle seule, était concernée, on pourrait dire que c'est très ennuyeux pour l'armée américaine. Mais là, ce sont des documents qui ne peuvent pas être diffusés aux étrangers, mais qui révèlent des éléments qui concernent des alliés. Donc c'est extrêmement embêtant pour l'armée américaine d'en arriver à un point de fuite pareil. Bon, est-ce que d'abord, Général Trinquant, vous n'êtes pas forcément spécialiste du renseignement, encore que vous en avez l'habitude, vous l'avez beaucoup pratiqué, vous avez beaucoup pratiqué ce genre de documents. Pour vous aussi, ils sont tout à fait crédibles dans leur présentation, dans leur forme ? Oui, dans la présentation, dans la forme, dans ce qu'ils disent, c'est tout à fait crédible. On voit des analyses qui sont faites avec la carte, avec les actions. C'est tout à fait crédible. Alors, en revanche, je ne suis pas du tout capable de vous dire ce sont de vrais documents. Après tout, les services russes sont capables aussi de fabriquer des documents comme ça. Hein. À ce point-là ? Bien sûr. Vous savez, à partir du moment où vous avez réussi à saisir un ou deux documents, vous pouvez en faire une dizaine qui ressemblent étrangement aux autres. Mais si c'était le cas, est-ce que les États-Unis auraient réagi de cette manière-là ? Non. C'est-à-dire, on ouvre une enquête et on la confie au ministère de la Justice. Non, mais bien sûr, il y a des doutes. Ça serait dans l'intérêt des Russes, évidemment, de dire, regardez, on vous disait que l'OTAN était en train de combattre, ils sont même présents. Donc c'est une évidence. C'est dans l'intérêt des Russes. Maintenant, autre chose, les fuites viennent peut-être aussi d'une action des services russes auprès des services américains. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les documents ont été saisis par des agents travaillant pour la Russie aux États-Unis. Des infiltrations. Et donc, dans ce cas, quel intérêt pour eux de les rendre publics via les réseaux, sachant que la presse va les reprendre ? Parce qu'il ne faut pas griller ses sources. Il ne faut pas les faire venir par la Russie. Vous les faites venir par les États-Unis, c'est quand même plus classique
que de faire venir les documents par la Russie. Mais c'est vrai que ça serait dans l'intérêt de la Russie de le faire. Et au passage, comme vous le disiez tout à l'heure, les documents montrent à l'évidence que les Américains sont très infiltrés dans l'armée russe, Wagner, etc. Ça, on va y venir dans un instant. Pourquoi les Russes ne démontreraient pas par là qu'ils sont très infiltrés aussi du côté des services américains? Oui. Raymond Taz, on ne va pas échafauder des hypothèses sur l'auteur de ces fuites. On n'en sait rien. Peut-être que la justice américaine arrivera à en savoir quelque chose, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, venons-en aux révélations sur les forces spéciales. Une centaine de membres des forces spéciales présents sur le sol ukrainien. Une quinzaine de membres des forces spéciales françaises présentes sur le sol ukrainien. Est-ce que c'est une surprise ou est-ce que d'une certaine manière, ça confirme un secret de polichinelle? Quand on a eu l'occasion de s'interroger sur la présence de forces spéciales françaises en Ukraine, certains ici disaient jamais on ne le dira et jamais personne ne le dira. Mais il serait surprenant que ce ne soit pas le cas. Qu'en pensez-vous ? Moi, je n'ai pas d'informations sur la présence ou pas de forces spéciales françaises ou autres d'ailleurs en Ukraine. Je trouve très intéressant la déclaration du ministre des Armées français quand il dit « Il n'y a pas de soldats français engagés en opération ». Le détail est intéressant. Engagés en opération, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là-bas. Et s'ils sont là-bas mais ils ne sont pas engagés dans des opérations, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils pourraient être là-bas de manière très légitime. Premièrement, 15 membres des forces spéciales. Alors, chaque soldat des forces spéciales est quand même entraîné à hauteur de millions d'euros. Ce sont des soldats extrêmement extraordinaires. Donc, je ne vais pas dire que ce n'est rien. Mais ça ne fait pas une guerre 15 soldats des forces spéciales françaises. Par contre, il y a l'ambassade française qui reste en Ukraine, qui fonctionne. Il faut sécuriser le staff français qui est en zone de guerre finalement, qui est vulnérable à des obus et des bombardements russes. Il y a aussi l'acheminement de matériel de guerre français en Russie. Tout ça requiert une certaine logistique. Et puis je vais aussi rappeler... C'est parfaitement logique. Voilà, et je vais juste rappeler aussi le droit international. D'après la charte de l'ONU, l'article 51, chaque pays a le droit, légitimement, d'aider un pays qui est envahi par un autre. Donc en fait, ça serait légal. Là, tant qu'on... Ça serait légal, mais on n'a surtout pas envie d'apparaître comme des co-belligérants. Évidemment, mais là, on n'est pas dans une co-belligérance. Et d'ailleurs, on ne va pas rouvrir le débat sur est-ce que le concept de co-belligérance existe ou pas. Parce qu'il n'existe pas, mais bon. D'un mot, et puis je vous donne la parole, Vincent Evera, mais la présence de 15 membres des forces spéciales, alors qu'est-ce que ça évoque pour vous? Deux mots. D'abord, vous avez raison de souligner, les paroles du ministre des Armées sont intéressantes. Elles ne sont pas employées en opération. J'avais cru même lire opération de combat, donc ce qui va plus loin, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas en première ligne. Deuxième point, vous voyez la liste des pays. Or, il y a force spéciale et force spéciale. Chez nous, les forces spéciales sont très séparées des services. Et dans les services, il y a des gens qui ressemblent étrangement aux forces spéciales, mais qui ne font pas partie des forces spéciales. Quand vous dites les services, vous parlez des services la DGSE. D'action de renseignement. Voilà. Oui, la DGSE. Et là, il y a une légitimité évidente d'être présent sous couvert, comme on dit, et ce ne sont pas des forces spéciales. Alors que pour les Britanniques, par exemple, le SAS et compagnie, tout ça c'est mélangé en fait. Ce sont les mêmes. Donc, et vous voyez que le volume est beaucoup plus important, ce qui correspond parfaitement à l'engagement britannique d'ailleurs sur le terrain. 50, c'est quand même important. Et ils y sont depuis le début. Quand je dis le début, c'est depuis 2014. Donc voilà. Donc la France, il ne serait pas illégitime qu'il y en ait. Je ne suis pas sûr que ce soit des forces spéciales, ça peut être d'autres, des agents qui sont sous couvert. C'est le premier point. Et ensuite, attendez, parce que quand vous dites des agents sous couvert, vous parlez de membres de la DGSE, vous parlez de membres des services? Mais les membres des services sont présents dans beaucoup de pays dès qu'il y a une crise quelque part. C'est normal. On doit être informé, on doit savoir ce qui se passe. Mais si la CIA fait mention de ces agents des forces spéciales, a priori, elle n'est pas censée connaître, elle,
le détail de nos agents infiltrés. Ça veut dire que c'est une connaissance officielle. Ça veut dire que ce sont des soldats et on imagine qu'ils sont peut-être là pour former ces fameuses brigades ukrainiennes. Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que pour les Américains, on parlait de Rangers. Les Rangers, c'est à la limite des forces spéciales pour les Américains. Vous savez, ils en ont des milliers de forces spéciales. Nous, on n'en a pas beaucoup, hein, c'est une denrée rare. Donc voilà, on mélange un peu tout là-dedans. Et donc, je ne suis pas sûr que les 15 qui soient présents soient des gens des forces spéciales. C'est peut-être des agents par ailleurs. Hein. J'essaie de résumer les choses en une question. Vincent, est-ce que c'est un coup dur pour la France ? C'est un coup dur pour les États-Unis. C'est un embarras, je dirais, périphérique pour la France. Pour une raison assez simple à mon sens. En tant que citoyen et contribuable, je serais inquiet qu'il n'y ait pas de Français présents, sous quelque couverture que ce soit, alors que notre pays est engagé auprès d'une nation agressée, que nous y envoyons des moyens. Il est donc tout à fait classique que lorsque vous acheminez des moyens militaires, ils soient accompagnés d'instructeurs, de formateurs, etc., etc. Par ailleurs, il est exact que le concept assez gazeux de force spéciale recouvre des tâches très différentes, qui vont effectivement de la protection de personnalités ou de sites, repérage de cibles, donc formation, acheminement, accompagnement, etc., etc. Bon, donc les uns relevant effectivement, par exemple, du COS, commandement des opérations spéciales, les autres de la DGSE, peut-être d'autres du renseignement militaire, etc. Là encore une fois, ces gens font leur métier. Donc en soi, pour moi, ça n'est pas simplement il ne fallait pas jusque-là que ce soit dit officiellement. Tout ce qui est force spéciale, ce sont des fantômes. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas, en théorie en tout cas, d'existence visible, constatable. Et donc, le déni quasiment pavlovien du ministère de la Défense, des armées maintenant, est aussi un grand classique. Ce que je veux dire, Vincent, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est qu'on n'a pas encore entendu les débats de notre ami Soloviev sur la télé publique russe. Mais on l'imagine très bien, demain, ce soir, dire « je vous l'avais bien dit ». Bien sûr. Les soldats occidentaux sont sur le sol ukrainien et il y a 15 soldats français. Vous voyez, on l'avait dit, et bien maintenant c'est prouvé quasiment. Et d'ailleurs, je dois confesser ma déception en la matière, puisque c'est quand même des rumeurs qui circulent depuis un certain temps. Au passage, les premiers éléments documentaires circulent sur des boucles Telegram depuis le début du mois de mars. Oui. Moi, l'une de mes perplexités, c'est pourquoi maintenant, alors qu'une partie significative de ces documents avait déjà navigué. Bon. J'ai été très déçu, donc, parce que, comme chaque jour que Dieu fait ou défait, je consulte donc les sites de traduction des émissions de télévision russes. Je les trouve quand même un peu mous à l'allumage, quoi. Jusqu'à maintenant, ils se rattraperont, hein, on peut dire. Oui. Mais de toute façon, oui, ce sera exactement ce que vous venez de résumer en une formule. I told you so, comme disent les Anglais. On vous l'avait bien dit. Et donc, ça va effectivement alimenter ce fantasme. Un tout dernier point, très rapidement. La nature même des réactions américaines dit assez qu'une partie au moins de ces documents doivent être traités avec un niveau de crédibilité assez élevé. Quand vous déclenchez une enquête défense, une enquête Pentagone, c'est-à-dire Fonds ministre de la Défense, etc., ça veut dire que les médias américains estiment qu'une partie au moins de ces fuites vient de ce qu'on appelle le J2, qui est en gros le bras renseignement du Joint Staff. Qu'est-ce que c'est que le Joint Staff ? C'est la crème de la crème des experts de la défense qui sont appelés à conseiller la Maison-Blanche. Et on est en train déjà de réfléchir à peut-être des habilitations ou des certifications qui ont été trop largement distribuées. Vous savez, normalement, vous avez accès à tel ou tel type de document en fonction de son degré de confidentialité, si vous êtes dans le top 5, dans le top 20, dans le top 100. Il se trouve qu'apparemment, il y a eu trop de monde qui a eu accès à trop de documents dans les sphères du renseignement et les sphères militaires américaines. Pardon d'être très prosaïque, mais est-ce qu'on peut imaginer un agent de service dont vous parlez qui soit dépressif, qui en veuille à son supérieur hiérarchique, à qui on n'a pas accordé ses congés, ou alors qui a été grassement rémunéré pour les donner à quelqu'un qui lui-même les aura rendus publics ? Vous résumez là encore en une phrase, toute l'histoire de l'espionnage depuis que l'espionnage existe. Toute l'histoire de l'espionnage. C'est-à-dire que le nombre de fois où vous avez des renseignements sensibles qui ne sont pas arrachés par une opération d'une extrême audace, d'une intelligence phénoménale, mais parce qu'on a réussi à isoler la faiblesse, la frustration, le ressentiment, la rancœur de quelqu'un qui peut être en plus à un niveau relativement subalterne, mais qui croisera un jour le document, l'information, le témoin.
Mais c'est toute l'histoire de l'espionnage. Alors on s'imagine, nous, des forteresses avec 1000 process de vérification. En fait, bon, c'est pas forcément ça. Vous vouliez rajouter quelque chose, Rym ? Non, mais ça, c'est clairement un cauchemar pour les États-Unis et pour les renseignements. Et c'est vraiment terrible. Si ces documents, même si un de ces documents s'avère être réel, c'est un cauchemar. Parce que les États-Unis sont supposés quand même être les plus fiables en termes de renseignements. On a déjà vu ça, malheureusement, aux États-Unis. Vous vous rappelez Edward Snowden et la NSA, c'était une fuite énorme et il s'est retrouvé finalement, sans aucune surprise, en Russie. Il est devenu citoyen russe. Donc, il faut aussi garder ça en tête. Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu accès à ces documents, qui est en fait contre idéologiquement le soutien américain à l'Europe, à l'Ukraine, face à l'invasion russe. Ça, c'est aussi une possibilité. Et c'est vrai que le déclenchement d'une investigation par le ministère de la Justice américain, ça ne se passe pas tous les jours. Donc là, ils le prennent clairement au sérieux. Ça ne veut pas dire que tous les documents qui vont sortir vont être des documents qui sont réels. Il doit y en avoir quelques-uns qui le sont quand même. Vera, votre sentiment d'abord, et est-ce que vous avez pu consulter les médias russes et quel écho trouve cette affaire dans les médias russes? Cette histoire, bien sûr, ça pose un problème aux États-Unis et ça aussi provoque des problèmes parmi les alliés qui soutiennent l'Ukraine parce que ça révèle l'information sensible qui, déjà, d'après ce que j'ai compris, a eu l'impact sur le terrain en Ukraine. Les Ukrainiens ont dû changer leur plan, leur offensive qui doit commencer bientôt. Après, effectivement, j'ai vu ces informations circuler avant même la publication dans la presse américaine, dans les fils de Telegram des groupes russes pro-guerre, les correspondants de guerre, etc. Et même, j'ai pas cru. Je me rappelle que j'ai vu, je me suis dit, bon, ça peut pas être... On les prenait pas au sérieux. Voilà, je prenais pas au sérieux. Avant qu'ils étaient publiés, en fait, dans la presse américaine, je prenais pas ça au sérieux. Je me disais, bon, c'est manipulé, ça peut pas être vrai. Voilà. Mais après, ils n'ont pas pu beaucoup utiliser ça pour la propagande. Effectivement, je n'ai pas vu ça discuter beaucoup sur la télé, ni sur les autres fils Telegram, pour une raison assez simple, à mon avis, parce que ces informations, ils révèlent aussi les fragilités du côté du Kremlin, du côté de Poutine. Donc, ils ne peuvent pas montrer comme vous, comme ça, on zoome des chiffres sur, par exemple, les Français ou les pertes russes, parce que ça va à l'encontre de la propagande qu'ils font, parce qu'ils ne révèlent pas l'information de leur côté. Donc, ça peut, même si ces informations sont plutôt à leur faveur, pour l'instant, ce qu'on a vu, quand même, il y a des informations assez qui peuvent fragiliser le régime, notamment sur les agents infiltrés de CIA, presque dans tous les services secrets russes, dans l'armée russe, même dans le groupe de Wagner. Voilà, donc c'est pourquoi c'est gênant pour eux aussi. Eh bien, vous me fournissez une transition parfaite, parce qu'on va aller sur les autres révélations issues de ces documents, et qui concernent la contre-offensive ukrainienne, et qui concerne effectivement ce que vous appeliez l'infiltration au plus haut niveau de Wagner et de l'armée russe. On se rend compte à quel point ces services de renseignement américains ont des informations au plus haut niveau. Mais vous le disiez, Dominique, tout à l'heure, il nous avait annoncé cette invasion. Il nous avait annoncé cette invasion et on se demandait comment pouvait-il le faire alors que la plupart des autres services secrets occidentaux disaient mais c'est de l'intimidation, c'est de la pression. Les Russes n'ont aucun intérêt à le faire, ils ne le feront pas. Eh bien, les services avaient raison. Et on se dit aujourd'hui, rétrospectivement, que voilà peut-être l'explication. Voyons d'abord de quoi il s'agit, les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Les autres révélations donc de ces fuites de la CIA. Alors, que révèlent-elles ces fuites sur la contre-offensive ukrainienne qui est bel et bien mentionnée et sur laquelle il y a beaucoup de précisions dans ces documents? Oui, justement, elle donne des détails sur la préparation de cette contre-attaque. Le nombre de soldats, par exemple. Ce document en donne une estimation précise puisqu'il indique que 12 brigades ukrainiennes seront engagées. 12 brigades composées d'environ 5000 hommes et femmes chacune. Cela signifie qu'environ 60 000 Ukrainiens seront mobilisés pour cette opération. Le document est plus précis sur 9 d'entre elles. Chacune, vous le voyez, a
occupe une ligne. Sont mentionnés les pays formateurs, États-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne ou encore Finlande. Le document évoque aussi l'état d'avancement de ces formations. Ici, on peut lire entraînement terminé à 20%, en l'occurrence à la date du document, c'est-à-dire 28 février dernier. Et il donne aussi des informations techniques, détails de l'équipement et des armes dans la colonne de gauche que vous venez de voir. Et dans cette colonne un peu plus à droite, c'est la part de l'équipement qui a déjà été livré ou qui doit encore être livré, pays par pays. Sur cet autre document, cette fois, on apprend la quantité d'équipements prévus pour cette contre-offensive. Et là encore, vous le voyez, c'est très très précis. 253 chars, au moins 381 véhicules chenillés, 480 véhicules à roues cette fois, 152 pièces d'artillerie, 571 blindés. Sur ces papiers, une autre information importante apparaît, la date butoir pour la fin de ces formations. Toutes ces brigades doivent être impérativement prêtes le 30 avril prochain, c'est-à-dire dans moins de 3 semaines. Ce que ne disent pas en revanche ces dossiers, David, c'est la date et les lieux de cette contre-offensive. Il ne manquerait plus que ça. La date, le lieu. Oui, non, ce sont les Ukrainiens qui l'avaient déjà donné en disant ce sera peut-être autour de la 2e semaine de mai, voilà, début mai, mi-mai. Bon, il y a aussi beaucoup d'autres choses donc, que l'on retient sur les faiblesses de l'armée ukrainienne. Oui, avec là encore des choses très précises. L'Ukraine a quasiment 6 fois moins d'avions que la Russie, 85 contre 485 pour les Russes selon ces papiers. Tout aussi préoccupant, Kiev serait à court de missiles antiaériens le 23 mai, soit quelques jours seulement après le lancement prévu de cette fameuse contre-offensive. Or, les défenses antiaériennes sont non seulement censées protéger les villes et les civils, mais aussi les troupes au sol, ce qui mettrait donc potentiellement en danger l'ensemble de la contre-offensive. L'autre gros morceau, donc, c'est que ces documents révèlent à quel point l'armée américaine a infiltré, je ne sais pas s'il faut dire infiltré ou espionné au plus haut niveau l'armée ukrainienne et même Wagner. Et oui, on apprend par exemple qu'en février, les renseignements américains ont pu prévoir à l'avance des frappes russes très précises sur une douzaine d'installations énergétiques ou sur une douzaine de ponts, par exemple. Ils ont aussi mis au jour un plan de propagande que les renseignements militaires russes, le GRU, allaient lancer en Afrique. Et ils ont, autre exemple, eu connaissance de contacts entre la milice Wagner et la Turquie, Wagner qui voulait récupérer des armes pour le Mali ou l'Ukraine. Par quels moyens les services américains arrivent-ils à espionner les Russes avec un tel détail? D'après les médias américains, c'est principalement du renseignement électronique, des écoutes, des images satellites de très grande précision ou encore par exemple l'interception de signaux radars d'armes. Merci Fanny. En tout cas, on imagine l'armée russe, on imagine Wagner ayant connaissance de ces documents et se disant tout ce que nous disons, les services américains le savent quasiment en temps réel. Tout ce que nous prévoyons, les services américains peuvent en faire part à l'Ukraine. Bref, on imagine les répercussions. Mais commençons d'abord par la contre-offensive. Est-ce que ce sont, quand on voit le détail des armes qui vont équiper ces brigades, quand on voit les modalités de formation, quand on voit le nombre d'hommes, est-ce que tout ça, ce sont des informations importantes? C'est-à-dire, est-ce que leur dévoilement peut nuire au bon déroulement de cette contre-offensive, Général Trinquant? Alors oui, c'est ennuyeux. Sur ce plateau même, on en parle depuis plusieurs semaines. Et globalement, on arrive à la même chose que là. Hein. Parce qu'on est bon, parce que vous êtes bon. Non, mais on arrive à la même chose, aussi bien sur les volumes de force que sur l'équipement, que sur les créneaux. Hein, on arrive à peu près à la même chose. Maintenant, là, c'est un détail qui est... il y a l'ordre de bataille complet, quoi. Et là, c'est quelque chose qui est très, très gênant de voir que tout ceci puisse être révélé comme ça. Parce que vous avez raison, on peut le dire sur le plateau de télévision, tout le monde peut dire il raconte n'importe quoi. D'ailleurs, les gens disent souvent, ils disent n'importe quoi sur les plateaux de télévision. Bon, la première preuve, c'est que c'est pas vrai. Et puis la deuxième chose, c'est que là, on rentre dans la précision de la préparation de la contre-attaque. C'est pas, il y aura une contre-attaque au printemps avec 60 000 hommes et 400 blindés. C'est vraiment le déroulé de tout cela. Il manque quand même la date et le lieu, mais bon. Mais la date exacte, d'ailleurs, elle ne pourra être fournie qu'en fonction de la météo. Elle n'est sûrement pas encore connue. Elle n'est pas connue, exactement. Peut-être que le lieu non plus, ça sera en fonction des opportunités. Il y aura peut-être 1, 2, 3, on ne sait pas. Donc, mais ceci étant, la présentation d'un élément comme cela est extrêmement gênant parce que ça permet à la partie adverse de mieux cibler.
C'est-à-dire de dire, tiens, ben voilà, les blindés, ça va être pour la contre-attaque, on va pister tout ça, ça va être à tel endroit. Donc c'est très très gênant. Et je le répète, c'est très très gênant, comme vous le disiez, c'est un choc pour les Américains, de révéler que tout ceci soit mis sur la table, c'est absolument incroyable. C'est une faute absolument grave. Et les Alliés, du coup, vont se poser des questions en disant, est-ce que je vais donner tous les éléments en ma possession aux Américains s'il y a des possibilités de fuite? C'est ça, oui Vincent. Alors, d'abord, un plan de bataille, ça n'est pas une partition d'opéra jusqu'au silence, au soupir et à la demi-croche. On a des hypothèses de travail et on s'adapte en fonction de l'adversité. C'est aussi ça le métier des stratèges. Donc, c'est embarrassant, mais ce n'est pas ça qui compromet l'hypothèse d'une contre-offensive d'ampleur. Deuxième remarque, plus gênant à mon sens, le fait que les États-Unis ont clairement identifié des handicaps ou des faiblesses côté ukrainien. Je prends un exemple très simple. Les Russes, depuis le début, hésitent à engager la crème de leur aviation, car ils craignent le dispositif antiaérien en face. Et donc, pour tout ce qui est avions de chasse et bombardiers, qui pourraient par exemple préparer une opération terrestre, une opération défensive, offensive, il y a eu une sorte de réticence. Alors ça peut être évidemment du billard à trois bandes, et ça peut être une fausse information, une infox. Mais imaginons qu'on dévoile qu'on ne prend pas tant de risques que ça à envoyer des chasseurs bombardiers. Ça risque de stimuler l'ardeur au combat aérien des Russes. Alors, troisième point extrêmement problématique, c'est le fait, évidemment, d'exposer des agents, des informateurs, dès lors que l'on sait qu'au-delà du renseignement électronique, il y a très certainement du renseignement humain, avec un niveau de profondeur de pénétration qui est quand même très préoccupant. Mais là, je termine sur l'argument que Vera développait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça jette aussi le trouble chez l'ennemi. C'est une déduction qu'on a fait, nous, sur comment est-ce que les Américains obtiennent toutes ces informations. Savoir que Wagner a demandé à la Turquie, va trouver un émissaire, via le Mali sans doute, elle va demander au Mali de demander des armes à la Turquie qui reviendront ensuite. Savoir que l'armée russe va bombarder dans les 2 ou 3 jours telle ou telle cible. Ça, c'est du renseignement électronique. Oui, très vraisemblablement, mais il n'est pas exclu non plus qu'il y ait des informateurs recrutés, stipendiés, à qui on a promis une exfiltration, que sais-je encore. Et puis, n'oubliez pas quand même, à propos du renseignement électronique, l'imprudence avec laquelle les militaires russes ou les Wagner, qui sont pour certains d'entre eux, on s'en souvient, des soudards repris de justice recrutés dans des colonies pénitentiaires, communiquent entre eux. Ils offrent une profusion de renseignements ouverts qu'il suffit ensuite d'analyser et d'exploiter. Il ne faut pas forcément avoir des technologies dernier cri pour intercepter toutes ces conversations. Alors ça vous fait réagir. Alors Rime d'abord. Juste en fait 3 points. Beaucoup des informations qu'on vient de voir dans ce document, on les savait. C'est-à-dire que les livraisons d'armes, elles ont été déclarées. On sait qu'il y a des chars qui arrivent, on sait qu'il y a des formations. Quand je regarde le détail des formations, c'est écrit des formations en Allemagne. C'est annoncé. Des formations au Royaume-Uni, c'est annoncé. Même au dernier sommet entre la France et le Royaume-Uni, il a été décidé qu'il va y avoir, et c'était annoncé, je ne révèle pas de secret, qu'il va y avoir des formations en commun par la France et le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Donc il faut aussi un peu remettre ça... relativiser l'importance des informations données. Voilà, donc ça c'est la première chose. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a pas certaines choses qui sont évidemment révélées. Alors sur le côté des vulnérabilités des Ukrainiens, c'est intéressant parce que ça rejoint exactement les demandes des Ukrainiens qui sont très persistantes depuis plusieurs mois. Vous vous rappelez quand ils ont commencé à demander des avions de chasse à nouveau, parce qu'ils les avaient demandés au début de la guerre, et puis après ils ont arrêté, et il y a quelques mois ils ont recommencé. Et ils n'arrêtent pas de demander des missiles anti-aériens. Il s'avère qu'ils ont raison de les demander. Des patriotes, des Crotales. Voilà, si jamais ces documents sont crédibles et sont des authentiques, les Ukrainiens ne sont pas du tout en train d'abuser et de demander des choses dont ils n'ont pas besoin. Mais enfin, ça, c'est la deuxième chose. Pardon Rime, mais dire le 23 mai, c'est-à-dire au tout début de cette contre-offensive annoncée, les Ukrainiens se trouveront en panne de moyens antiaériens, de batteries antiaériennes, ça met en péril quand même. C'est-à-dire mais surtout, le ça degré pose de précision. La question, mais surtout, ça pose la question, si ce document est réel, est authentique, et si donc les États-Unis, mais aussi les Alliés,
ont cette évaluation, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en train d'envoyer plus aux Ukrainiens? Est-ce qu'ils ne veulent pas que... Peut-être parce qu'ils en ont. Et d'ailleurs, donc ça c'est une question qui est quand même assez stratégique et assez sensible. C'est le point sensible et stratégique dans cette affaire-là, pour reprendre ce que vous disiez tous les deux. C'est la faiblesse de l'armée ukrainienne sur ses batteries antiaériennes. Voilà, parce que, en fait, ça veut dire que, d'une certaine façon, les Russes ont 1 mois et demi pour intensifier l'utilisation de moyens qui déclencherait l'utilisation de missiles solaires par l'Ukraine, qui en manquerait au moment de l'offensive. Et ça, c'est vraiment mais juste une indication sur ce point aussi, il ne faut pas non plus prendre les Russes pour des imbéciles. C'est-à-dire que c'est vrai que leur armée jusqu'à maintenant n'a pas exactement, bien performé sur le terrain. Bravo pour la litote. Mais ils ont quand même des moyens d'analyser les moyens face à eux. C'est-à-dire que j'imagine que là, ce dont on est en train de discuter, ce n'est pas exactement une énorme surprise, j'espère, pour l'état-major russe. Donc ça, c'est une chose. Juste un dernier point sur donc le renseignement. Donc il est clair que la majeure partie de ce qu'on voit dans ces documents vient de renseignements plutôt électroniques. Par contre, il y a une chose qui a été révélée qui est plutôt sensible, qui sont du renseignement par satellite, dont on ne savait pas vraiment qu'il existait. C'est un genre de satellite qui est très développé. Donc ça, c'est sensible, parce que vous savez, la sensibilité de tout ce qui est espace aujourd'hui et tout ce qui est satellite. Un nouveau type de satellite. Un nouveau type de satellite. Mais deuxièmement, évidemment qu'il y a des sources humaines qui sont en péril aujourd'hui. Et j'imagine... Qui sont en péril. Mais bien sûr. Et donc, évidemment, parce que les services russes savent lire entre les lignes plus que nous. Parce qu'ils sont dans le même métier. Donc évidemment qu'aujourd'hui, les services de renseignement américains ont une course contre la montre pour essayer de sécuriser leurs sources humaines qui sont encore là-bas, qui pourraient être en péril. Là, on est en plein polar. Oui. On est en plein polar. Mais avec un avantage quand même, très rapidement. Oui. D'ailleurs, Vera y faisait allusion tout à l'heure, c'est que vous jetez aussi le trouble dans le camp d'en face. Et vous avez tendance à stimuler, voire à décupler la paranoïa qui est consubstantielle au service de renseignement d'un pays en guerre. Donc il y a un énorme handicap, la nécessité d'exfiltrer, ce qui n'est pas toujours techniquement possible, des gens singulièrement exposés, mais vous créez aussi une forme de chaos. Enfin, c'est un tout petit point rapide. Depuis l'émission de ces documents, et c'était la semaine dernière, l'émission américaine a annoncé une nouvelle enveloppe, et devinez quoi? Il s'agit précisément de moyens d'interception et de munitions antiaériennes. Donc voilà, il y a cette dynamique que Rim évoquait tout à l'heure. Vera, est-ce que vous imaginez un seul instant que les Russes se doutaient du niveau de pénétration, du niveau d'espionnage des services américains au sommet pour avoir toutes ces informations? En fait, pour les spécialistes sur la Russie, ce n'est pas une nouvelle que le CIA a la possibilité d'espionner auprès du Kremlin depuis assez longtemps. Et en fait, notamment dans plusieurs services dans le Kremlin. C'est l'administration du président, c'est l'armée. Et ce qui est nouveau, c'est le groupe de Wagner. Mais j'ai l'explication, à mon avis, pour moi, c'est pas quelque chose vraiment étonnant. Voilà, mais je voulais pour Wagner, ça ne vous étonne pas? C'est pas étonnant, je vais expliquer pourquoi. Mais en fait, depuis longtemps, le CIA avait les sources au Kremlin. Bon, pour l'instant, ces documents sont fuités par plutôt satellites, les moyens électroniques, mais en fait, ils ont des sources dedans le Kremlin et on a des preuves pour ça. Récemment, par exemple, en fait, il y a pas mal maintenant des officiers qui fuient le Kremlin. Juste récemment, il y avait un officier de la garde présidentielle qui voyageait avec Poutine. On en a parlé ici. Voilà, chaque voyage, c'est incroyable qu'il a fui et qu'il ne soutient pas la guerre. Mais en 2017, il y avait une affaire encore plus, pour moi, étonnante et plus même choquante, quand il y avait un employé de l'administration du président qui travaillait chaque jour avec Poutine, qui rentrait dans son bureau, qui prenait des photos de ces documents, qui en 2017 a disparu, est allé en Monténégro avec sa famille et a disparu. Voilà. Et un an plus tard, on a découvert que c'était un agent du CIA qui était infiltré à ce niveau-là et qui était exfiltré, et c'était une opération de sauvetage, et qui maintenant vit dans une villa près de Washington. Donc ça montre... Donc les Russes le savent. Les Russes savent qu'ils ont une fragilité. C'était très choquant pour le Kremlin. Le Kremlin ne voulait pas accepter cette situation. Il disait, on ne sait pas ce qui se passait avec lui. Voilà. Pour longtemps, il niait. Mais au bout du compte, ils ont dû quand même accepter que c'était vraiment un employé de l'administration du président. Mais simplement, Vera, avant de venir à Wagner, vous dites le Kremlin est espionné. Parce que là, ce qu'on comprend dans ces papiers, dans ces documents classifiés révélés, c'est que le sommet de l'armée russe est visiblement espionné et que le sommet de Wagner
est espionné. Mais le Kremlin, on entend toujours dire, et on répercute cette parole ici depuis le début de cette guerre, que le Kremlin est une boîte noire. Voilà. Sur le Kremlin, c'est-à-dire ce qui se passe autour de Poutine, c'est-à-dire les éventuels mécontentements, les éventuelles coalitions d'intérêts, là, on n'a rien dans ces documents. Le Kremlin est boîte noire, à mon avis, pour certains pays, mais pas pour les États-Unis, pas pour le CIA. Rappelez-vous comment le CIA a alerté tout le monde à partir déjà de l'été 2021, notamment en octobre. Ils savaient les plans du Kremlin mot à mot, ils savaient tout. Donc, à mon avis, il y a pas mal de signes qu'ils ont des agents sur place. Et à mon avis, il y a 3 raisons pourquoi le régime de Poutine est très fragile par rapport à l'espionnage, notamment des Américains. Pour 3 raisons. Tout d'abord, il est très corrompu. Ça s'achète. Ces gens-là, ça s'achète. Et les gens autour de Poutine, c'est la deuxième raison, ils ne sont pas très motivés. Il n'y a pas trop d'idéologie à laquelle ils s'adhèrent. Donc, ils n'y croient pas dans ce qui fait Poutine. Et les transfuges qu'on sait déjà, qu'on connaît, ils racontent ça, qu'ils n'y croyaient pas en fait en tout ce qu'ils devaient faire pour Poutine, pour le régime. Et troisième raison qui découle à mon avis de la corruption, c'est la vulnérabilité des systèmes informatiques et en quelque sorte en prudence à laquelle manifestent en fait les gens qui ont l'accès à l'information secrète. Je reviens vers vous sur Wagner dans un instant, Vera, mais oui, Dominique. Juste un point sur ces documents et le cloisonnement entre ces documents d'origine, enfin militaire, plutôt militaire, et le Kremlin. C'est pas le même, pas les mêmes services qui traitent ça aux États-Unis. Donc la fuite, si elle est venue du J2, comme le disait Vincent tout à l'heure, qui est le bureau renseignement du Joint Chief of Staff, donc l'état-major des armées, si vous voulez, ou la DRM, vous voyez, c'est pas les mêmes. La direction du renseignement militaire, voilà, l'équivalent. C'est pas la même que ceux qui traitent la DGSE, qui traitent d'un autre niveau. Et donc, s'il y a une fuite à ce niveau-là, ben, naturellement, ils ne traitent pas de ça. Parce que ce ne sont pas les mêmes qui traitent. Il faut espérer qu'il y ait une fuite alors de l'autre côté pour qu'on sache aussi des choses sur cette boîte noire qui est. Mais l'interview du capitaine de la sécurité était extrêmement intéressant, en particulier sur la personnalité de Poutine et sur les mesures de sécurité qui étaient mises en place autour de Poutine. C'était passionnant de l'entendre. Hein. Alors vous dites, Vera, c'est pas très étonnant en revanche qu'on ait des informations, enfin pas en revanche d'ailleurs, mais c'est pas très étonnant non plus qu'on ait des informations en provenance du sommet de la milice Wagner. Pourquoi ? À mon avis, la milice de Wagner, ça fait partie du système de Poutine. Et on sait que depuis le début de sa fondation, comment le groupe de Wagner va motiver les gens de venir là-bas pour faire le service. C'est toujours l'argent. En fait, ça s'achète toujours. À mon avis, c'est le même problème qui est le problème du régime de Poutine, la corruption, la motivation par l'argent, uniquement par l'argent. Le groupe de Wagner fait partie de ce système, c'est tout. C'est assez simple, il n'y a pas de quelques grands secrets. Ils sont juste susceptibles à l'argent, ils veulent gagner de l'argent. Ils vont dans le groupe de Wagner, pas pour défendre la patrie, pas pour contrer l'Occident, pas pour arrêter l'attaque contre la Russie, mais pour gagner de l'argent. C'est un business, Wagner, il faut se le rappeler. C'est un business. Donc, dans le business, vous avez des gens qui on les paye plus. Un business dont le patron, en plus, Evgeny Prigojine, parle beaucoup trop. Eh bien, écoutez-le, il vient de parler. Et justement, puisqu'on évoquait cette contre-offensive ukrainienne, et on se demandait quel était le degré d'information des Russes par rapport au moment, par rapport à l'ampleur de cette contre-offensive. C'est devenu un sujet sur le tapis, partout en Russie. Tout le monde évoque cette contre-offensive ukrainienne. Prigojine le premier, écoutez-le. Информация с Украины, по информации различных наших источников, ориентировочно украинцы должны начать наступление. Это наступление они сейчас пока не начинают, ждут, когда окончательно просохнет почва, может быть, ждут какие-то дополнительные прибамбасы, ракеты, бронетехнику и еще что-то. Без разницы, что они ждут. У них собрано порядка 200, по некоторым источникам, до 400 тысяч личного состава. Недооценивать это нельзя. Montage Victor Gavet. Alors... Bon, 200 à 400 000 hommes. Les fuites de la CIA montraient qu'on était plutôt autour de 60 000, et c'est ce qu'on estimait. Là, ils transposent peut-être l'ordre de grandeur russe par rapport à l'ordre de grandeur ukrainien. Enfin, on rappelle toujours, la Russie, 145 millions d'habitants, l'Ukraine, 45 millions. On n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Pour le reste, on dirait qu'il a lu les notes de la CIA sur... on attend que le sol sèche.
Il y avait des bulletins météo aussi dans ces façons. Merci Evgeny, mais très franchement, on n'avait pas besoin de lui pour savoir qu'il fallait un sol ferme pour engager des engins chenillés et des blindés lourds. Il fait la synthèse de ce qui circule et qui est frappé au coin du bon sens. Non, ce qui est plus intéressant, c'est que comme toujours, lorsqu'Evgeny Prigojine parle, y compris pour rendre hommage à un de ses soldats tombés au combat, il ne parle que de lui-même. Il est quand même le jouet d'un ego absolument tyrannique. Et là, cette intervention, elle consiste à dire « moi je sais, moi j'ai des informations, moi j'ai la réponse ». Il n'a pas administré une preuve éclatante à Barmouth, qu'il avait la réponse opérationnelle en tout cas. Oui, un point sur ce que vous disiez à propos de tout le monde en parle en Russie. Dans la guerre que mène actuellement l'Ukraine contre la Russie pour monter sa contre-offensive, cette offensive psychologique est extrêmement importante. Parce que, je le dis souvent, l'offensive ukrainienne, c'est un fusil à un coup. Il faut qu'ils réussissent cette offensive. Et s'ils réussissent cette offensive, la pression est tellement montée en Russie sur ce sujet-là que ça peut effectivement amener une déstabilisation importante du régime et de l'armée russe. Et donc je pense que cette montée en puissance psychologique est pas aussi importante, mais est très importante pour l'accompagnement de l'offensive armée qui, elle, doit provoquer le choc qui permettra de confirmer que le régime est en danger. D'un mot simplement, parce qu'on va avancer, on va parler de Taïwan, parce que beaucoup de monde me parle de Taïwan, et beaucoup de questions restent en suspens. Mais dites-nous simplement, Général Trinquant, dans ces cas-là, quand il y a une fuite comme ça, et que c'est un coup dur quand même pour, je dirais pas la crédibilité, il ne faut pas exagérer, mais l'étanchéité des services de renseignement américains, la CIA, les autres capitales occidentales qui sont mises en cause dans ces fuites, qu'est-ce qu'elles font? Elles décrochent leur téléphone, elles disent les gars, faites attention, resserrez les boulons, ou non, il y a un silence convenu. Non, et puis il y a un autre réflexe qui est attention à ce qu'on fournit comme renseignement à ce service, puisque ça risque d'être... Tant que le problème n'est pas réglé, parce qu'on ne sait pas très bien, il y a l'enquête, etc. Très bien, l'enquête va dire voilà ce qui se passe. Et là, aussi, clarté dans l'enquête. C'est-à-dire fournir tous les éléments aux alliés en leur disant « Ok, il y a eu une erreur, voilà d'où vient l'erreur » et leur passer tous les éléments parce qu'ils auront tendance à retenir leurs renseignements pour que leur renseignement ne fuit pas. Parce que là, soyons clairs, le fait qu'il y ait marqué ce que Justine nous disait tout à l'heure, NOF, je crois. Oui, no foreign. C'est ça, no foreign, c'est-à-dire les documents qu'on voit là, ce document qu'on voit là, en l'occurrence, il ne nous apprend pas grand-chose. C'est la ligne de front dans le Donbass. Mais ces documents, les pays alliés, les autres pays occidentaux n'y avaient pas accès. Il n'y a même pas marqué « Only Five Eyes ». Normalement, sur un document américain, le premier degré de diffusion, c'est Five Eyes, c'est-à-dire les Britanniques, les Canadiens, les Néo-Zélandais et les Australiens. Et c'est le premier petit cercle. Donc là, no foreign, ça veut dire personne. Personne. Donc les pays occidentaux n'y ont pas accès, mais ils sont dévoilés dans la presse. Oui, mais on sait depuis un certain temps que les États-Unis espionnent leurs alliés. Vous vous souvenez d'une affaire qui concernait l'Élysée il y a quelques années. On avait pu repérer. Mais ce qui d'ailleurs plonge dans une certaine fureur les Coréens, les Israéliens et les Five Eyes, donc les plus proches alliés, c'est qu'effectivement, ils sont aperçus que... Oui, parce qu'on n'a pas abordé ce volet-là, mais on se rend compte effectivement... Mais ça non plus, c'est pas une surprise. Non, mais ça jette un trouble. Quand vous avez par exemple un détail sur une conversation entre deux officiels sud-coréens de très haut niveau, sur la fourniture ou pas de munitions, quitte à rompre le dogme maison à Séoul et à passer par la Pologne pour éventuellement alimenter les Ukrainiens, vous plongez évidemment les Sud-Coréens. Quand vous dites qu'en Israël, le Mossad a activé des manifestations anti-Netanyahou, ça coince, quoi. Bon, et on a essayé de forcer la main pour qu'eux-mêmes s'alignent sur une politique plus proactive vis-à-vis de l'Ukraine. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on doit nous-mêmes, alliés, réviser nos propres normes. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Est-ce qu'on change ou pas tel personnage qui est dans notre système d'information et d'enseignement? Donc c'est vrai que ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'harmonie. C'est clairement gênant, oui. Par contre, juste sur le volet Ukraine, en fin de compte, vous savez, toute la logistique de soutien militaire, elle est centralisée.
et les Américains y ont accès autant que les Français, autant que les Allemands, parce qu'en réalité, la logistique est tellement lourde, elle est tellement difficile à sécuriser pour la protéger de bombardements russes pendant l'acheminement, qui est le moment le plus vulnérable. Ça va être très difficile pour les alliés qui sont en train de faire des formations ou d'envoyer du matériel, de garder ces informations des Américains. Ça, c'est juste la vérité, enfin la réalité logistique en cours. Mais c'est simplement là où le partage de l'information se place. On va regarder ce qu'on donne. Et il y a des informations, on est obligé de les partager. On fait la guerre ensemble, d'une certaine façon, on soutient, etc. Mais il y a peut-être des informations qu'on gardera sous le coude. Bien.